Et si on se disait que les apprentissages les plus importants se faisaient en fait en dehors de l'école? C'est une idée assez puissante qui change complètement notre regard sur le développement des enfants et des jeunes. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, l'éducation non formelle. Alors, pour commencer, une question toute simple mais en même temps fondamentale. Où est-ce que ça s'arrête, l'éducation? Est-ce que c'est à la sonnerie de fin des cours? Est-ce que c'est après avoir obtenu un diplôme? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un processus qui nous accompagne toute notre vie et qui prend plein de formes différentes? En réalité, l'apprentissage, il faut l'imaginer comme se déployant dans 3 mondes à la fois. 3 mondes bien distincts, mais qui sont aussi très connectés les uns aux autres. Et pour vraiment comprendre l'éducation non formelle, il faut voir comment tout ça s'articule. Ce tableau nous donne une sorte de carte de ces mondes. D'un côté, on a l'éducation formelle, super structurée, celle qu'on connaît tous par cœur. À l'opposé, il y a l'éducation informelle, cet apprentissage un peu spontané qu'on fait tous les jours sans même s'en rendre compte. Et entre les deux, il y a cet espace qui nous intéresse tout particulièrement, un monde qui est à la fois organisé, intentionnel, mais aussi beaucoup plus flexible. C'est précisément le terrain de jeu de l'éducation non formelle. Donc l'éducation formelle, pour être bien clair, c'est le système classique, celui que tout le monde a en tête. L'école primaire, le collège, le lycée, l'université, la formation pro. C'est un cadre très hiérarchisé, avec un programme, des examens, des objectifs bien définis pour tout le monde. À l'autre bout du spectre, on a donc l'informel. Là, c'est l'apprentissage de la vie, tout simplement. C'est ce qu'on capte au contact de la famille, des amis, en regardant des vidéos, en lisant. C'est un processus permanent, presque invisible, qui nous façonne sans qu'on y pense vraiment. Et c'est là, pile entre les deux, que l'éducation non formelle trouve sa place. On parle ici d'activités éducatives qui sont bien organisées, qui ont un but, mais qui se passent en dehors du système scolaire. Pensez aux clubs de jeunes, aux ateliers de théâtre, aux camps de vacances, aux mouvements de jeunesse. L'objectif est très clair. Il s'agit de développer des compétences bien précises, comme la créativité, l'esprit d'équipe ou la confiance en soi. Mais attention, l'éducation non formelle, c'est bien plus qu'une simple liste d'activités extrascolaires. Derrière tout ça, il y a une vraie philosophie pédagogique, avec des principes très forts. Allons voir ça de plus près. Cette citation de Gerd Schaeffer, elle va droit au but. Elle nous pousse à faire la différence entre l'éducation de première main, celle qu'on vit, qu'on expérimente, et de seconde main, celle qu'on nous transmet, la théorie. Et la vraie question, nous dit-il, ce n'est pas de choisir l'une ou l'autre. Non, la vraie question, c'est de combien d'expériences concrètes, de vécu, a-t-on besoin pour que toutes les connaissances théoriques qu'on reçoit prennent vraiment leur sens? Et voilà, c'est là que tout change. Dans cette philosophie, la priorité absolue, ce n'est plus le programme scolaire, c'est la personne. Le but n'est pas de remplir des têtes avec un savoir tout fait, mais plutôt de donner les moyens à chacun de découvrir son propre potentiel, de suivre ses propres intérêts, pour qu'il apprenne par lui-même. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que tout est centré sur la personne. Pensez-y une seconde, la participation est volontaire. Rien que ça change toute la dynamique. L'enfant ou le jeune n'est pas là parce qu'il est obligé, mais parce qu'il l'a choisi. Et ça, c'est déjà le premier pas vers une vraie autonomie et ce sentiment génial de pouvoir accomplir des choses par soi-même. Le processus d'apprentissage lui-même est complètement différent. Loin d'un système qui cherche la bonne réponse, ici, ce qu'on valorise, c'est l'exploration, la curiosité et même le droit de se tromper pour apprendre. C'est un apprentissage qui se fait en partenariat, où la relation de confiance et le dialogue avec l'éducateur sont 1000 fois plus importants que de suivre un planning à la lettre. Bon, tous ces principes sont vraiment inspirants, c'est certain. Mais concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que cette belle philosophie prend vie au quotidien? C'est ce qu'on va voir maintenant. Toute cette approche, qui vise un développement complet de la personne, elle est en fait structurée autour de 7 grands domaines d'action. Et quand on regarde ces 7 champs, on comprend tout de suite la richesse de la démarche. On va tellement au-delà des matières scolaires habituelles. On parle d'apprendre à gérer ses émotions, de comprendre la démocratie en la pratiquant, de développer sa conscience corporelle. Il y a même un domaine passionnant qui s'appelle transition, qui aide les jeunes à mieux vivre les grands changements dans leur vie. C'est une vision à 360 degrés de l'être humain. Et pour que ça marche, il y a un élément qui est absolument central. Le rôle de l'éducateur est complètement redéfini. On oublie l'image du professeur qui fait un cours magistral. Ici, le pédagogue est un véritable accompagnateur. Ce rôle d'accompagnateur, il se décline en 4 piliers. D'abord, il faut être une personne de référence, quelqu'un qui instaure la confiance. Une fois que cette base est là, l'éducateur devient un partenaire d'éducation qui construit le savoir avec l'enfant, pas pour lui. Ensuite, ce partenariat s'élargit aux parents, à l'école. Et enfin, c'est un spécialiste qui prend du recul, qui analyse ce qui se passe et qui cherche toujours à s'améliorer. Ok, on a la philosophie, on a le rôle de l'éducateur. Il nous montre un dernier élément essentiel, le lieu où tout ça se passe. Parce que dans cette approche, l'environnement, ce n'est pas juste un décor, c'est un acteur de l'éducation à part entière.
L'aménagement de l'espace, ce n'est pas du tout laissé au hasard. Il est pensé pour une chose bien précise, donner envie. Donner envie d'explorer, de toucher, d'essayer, de découvrir par soi-même. Bref, de devenir acteur de ses propres apprentissages. Alors, à quoi ça ressemble cet environnement idéal? Ce n'est pas juste une question de matériel dernier cri. C'est avant tout une atmosphère bienveillante, avec des coins pour se poser tranquillement. C'est un espace qui invite à l'exploration, que les jeunes peuvent faire leur, pour que ça devienne un vrai espace de vie. Et surtout, c'est un lieu qui n'a pas de mur, qui s'ouvre sur le monde extérieur. Parce que l'apprentissage, ça se passe partout. Cette citation de Manfred Spitzer, elle résume tout parfaitement. Elle met face à face deux visions du monde. Soit on voit l'apprentissage comme quelque chose de passif, et dans ce cas on passe son temps à chercher le bon entonnoir pour verser du savoir dans la tête des gens, soit on le voit comme une activité naturelle, innée. Et là, la question n'est plus tout la même, elle devient comment créer les meilleures conditions possibles pour que cette activité puisse s'épanouir. Et ça nous laisse avec cette pensée pour la fin. Et si apprendre, ce n'était pas une corvée ou une obligation, mais une activité aussi fondamentale et naturelle pour l'être humain que de marcher, de parler ou de manger. Imaginez un peu toutes les portes que ça pourrait ouvrir pour l'épanouissement de chacun. La réflexion est ouverte.